Bonjour Arnaud Rousseau. Bonjour Sarah Bakia. Avec les agriculteurs, vous appelez à la mobilisation ce matin pour faire pression sur les députés. On va y revenir sur le fond. Mais d'abord, savez-vous combien d'agriculteurs ont quitté leur exploitation pour venir manifester à Paris ? Eh bien écoutez, ce matin à Paris, nous aurons environ 200 à 250 agriculteurs avec quelques tracteurs parce que l'objectif c'était plutôt une représentation symbolique à Paris. Vous savez que les agriculteurs sont en plein travaux en ce moment, de récolte des fourrages, de semis, et que donc l'essentiel des actions se mèneront en région comme elles ont déjà commencé. Il n'était pas question de bloquer la capitale ? Il n'en a jamais été question et j'ai entendu plusieurs commentaires depuis le début. Pour nous, vous savez, l'objectif n'est pas d'ennuyer les Français. L'objectif, encore une fois, est d'aller au terme du message que nous avons porté il y a 1 an et demi et qui consiste à dire que l'agriculture française est en danger. On va en parler des messages, mais encore une fois sur les blocages, vous nous parlez de la capitale. Est-ce que dans d'autres régions, il va y avoir des actions spectaculaires, des blocages dans d'autres villes ? Oui, dans tous les départements, il y aura des actions qui vont prendre effet entre aujourd'hui et mercredi, plutôt de l'ordre du symbole, encore une fois, parce que les agriculteurs sont au travail. Mais pour nous, c'est important de continuer à dire que ce texte est attendu parce qu'il a des impacts dans les cours de ferme et qu'il est pour nombre d'agriculteurs ce qui est attendu depuis 1 an et demi. La loi dite Duplon, effectivement, la loi dite Duplon qui vise à lever les contraintes sur les agriculteurs doit être examinée à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il faut à tout prix que le texte passe pour vous ? Bon, d'abord, c'est un texte et comme tous les textes, il fera l'objet, il a fait l'objet et il continuera à faire l'objet de débats. Mais pour nous, évidemment, il est attendu. Il est très attendu, ce texte, parce que nous avions eu une loi d'orientation agricole il y a quelques semaines qui posait le cadre générique, mais dont le caractère concret dans les cours de ferme aujourd'hui n'est pas visible. Or, dans cette proposition de loi portée par des sénateurs, il y a des choses très concrètes. Quand on parle du stockage de l'eau, quand on parle de l'utilisation d'un certain nombre de matières actives, quand on parle de la possibilité d'avoir moins de papier quand on a quelques vaches supplémentaires. On va rentrer dans le détail du texte, mais quand même sur l'appréciation générale de cette loi. Pour les agriculteurs de la Confédération paysanne, c'est une loi mortifère, je cite, qui lève les garde-fous de l'agro-industrie. Quand même, oui, que d'autres agriculteurs pensent que c'est un mauvais texte pour la profession, ça pose question quand même. Non, mais vous savez, le monde agricole est comme d'autres pays. Il y a des voix différentes qui s'expriment. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la grandeur de notre métier. Mais je voudrais quand même rappeler que au moins les 2 premiers syndicats, c'est-à-dire la FNSEA liée aux jeunes agriculteurs et la coordination rurale, appellent à ce texte. Ça fait Il faut rappeler d'ailleurs que le rédacteur de cette proposition de loi est lui-même un ancien membre de la FNSEA. Il est agriculteur lui-même. On l'a vu ce matin d'ailleurs sur des images dans sa ferme. C'est une loi écrite par les agriculteurs, par la FNSEA, pour la FNSEA. Pardon, Jérôme Chappuis, ça me paraît être un raccourci. D'abord parce que ce texte est porté par plusieurs sénateurs et il a été co-signé par 180 sénateurs. Donc on peut cibler... il est porté en tout cas par un homme... Bien sûr, mais vous savez, le sujet, c'est qu'il arrive à l'Assemblée nationale. Monsieur Duplon n'est pas député, et donc ça a été voté au Sénat de manière très largement majoritaire au mois de janvier. Le texte arrive à l'Assemblée nationale, dont on sait qu'elle est plus morcelée depuis quelques mois. Et donc l'objectif, c'est évidemment que ce texte puisse passer la rampe de l'Assemblée nationale pour qu'ensuite il devienne effectif après une commission mixte paritaire et un vote conforme. Alors on va voir justement comment est-ce qu'il peut arriver à son terme, mais il faut quand même parler du fond et notamment de cette question des pesticides. Oui, pour ceux qui nous écoutent et comprennent ce qui joue avec cette nouvelle loi, il faut l'expliquer. Le texte prévoit la réautorisation d'un néonicotinoïde, l'acétamipride, pourtant interdit en France depuis 2018. Sur le sujet, le gouvernement est divisé, il faut le dire. La ministre de l'Agriculture, elle, vous soutient, elle y est favorable. La ministre de la Transition écologique, elle, s'y oppose. Écoutez, Agnès Pannier-Runacher est à votre place hier. Dans un pays qui a interdit les néonicotinoïdes, je trouve que c'est dommage de réouvrir cette possibilité parce que on perd tout l'élan qu'on a fait d'investissement dans des alternatives et que on va se reposer la question dans quelques années parce que immanquablement une interdiction arrivera. On a investi, on va au bout, c'est ce qu'elle dit, vous le comprenez ça ? Oui, non seulement je le comprends, mais je le partage. Ce qui nous différencie évidemment, et Madame Pannier-Runacher était ministre de l'Agriculture, déléguée de l'Agriculture il y a quelques mois, donc elle le sait aussi, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'on est dans une impasse dans un certain nombre de productions. Et donc évidemment, ce qu'elle ne dit pas non plus, c'est que cette matière active est homologuée dans tous les pays européens. Moi, je voudrais, pour les auditeurs qui nous écoutent, être assez clair. Vous savez, les produits qu'utilisent les agriculteurs sont des produits qui ont une homologation.
comme quand vous allez acheter un médicament chez le pharmacien, que ce produit, il est homologué dans 26 États membres sur 27, il n'y a qu'en France qu'il est interdit sur une décision politique, non pas sur une décision scientifique. Et que ce qui permet aujourd'hui de le faire, c'est l'EFSA, c'est l'homologation européenne de ce qui homologue les matières actives. Nous, on dit quoi? On dit que si on a une alternative et qu'on peut se passer d'utiliser des pesticides, on le fait bien volontiers. Ça fait 7 ans que c'est interdit, vous n'avez pas trouvé d'alternative? Non, elles sont en tous les cas dans un certain nombre de productions, parce que là aussi, disons tout, ce qui est dans le texte, ce n'est pas ce que j'entends partout, c'est que ce serait dérogatoire pour 3 ans pour quelques productions, la noisette, la pomme, la betterave, de manière très encadrée, parce que ces productions sont dans des impasses. Et moi, je voudrais aller au bout. Si nous n'avons pas, comme l'ont les Allemands, les Italiens, les Espagnols, cette matière active, ça veut dire qu'on ne produit plus en France. Et si on ne produit plus en France, on importe. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Vous mettez en avant la concurrence déloyale, sauf que... Non, attendez, je vais plus loin. Moi, je mets aussi la santé, évidemment, de tout le monde. C'est ça la difficulté, c'est que, effectivement, sur la question de la santé, cet insecticide, donc c'est le seul autorisé par l'Europe jusqu'en 2033. La France a fait un choix politique différent, vous l'avez dit, mais même s'il est moins dangereux que les autres néonicotinoïdes, il est jugé néfaste pour les abeilles par nombre de chercheurs indépendants et par les ONG de défense de l'environnement, car il perturbe leur système nerveux. Il persiste aussi dans le sol, dans l'eau, et selon un avis rendu en 2016 de l'EFSA, l'agence que vous avez citée, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, il a été identifié, je cite, un risque aigu et chronique élevé pour les oiseaux lors de l'usage de ce produit-là. Donc, ce principe de précaution, est-ce qu'il ne doit pas être mis en œuvre, puisque comme il l'a été depuis 2018? C'est la question qui se pose. Oui, et cette question, elle est parfaitement légitime. Mais je le redis, si ce produit est dangereux, dans ces conditions, l'autorité sanitaire européenne le retire. Et elle le retire pour tout le monde. Ça n'est pas le cas, il est autorisé. Et nous, ce qu'on dit, et là, je rejoins Agnès Pannier-Runacher, c'est qu'on a besoin de continuer la recherche et l'innovation. Et d'ailleurs, sur la confusion à partir des odeurs, il y a quelques premiers résultats qui commencent à arriver. On comprend pas bien, là, pardon. Non, mais je dis que sur ce produit demain, on pourra peut-être s'en passer si on a des alternatives, des solutions, ce que nous n'avons pas aujourd'hui sur les 3 produits que j'ai cités, la betterave, la pomme et la noisette, et qu'avec de la confusion par les odeurs, ça permettra aux insectes de ne pas venir piquer. Donc la recherche et l'innovation sont nécessaires, mais ce que, encore une fois, il faut comprendre, c'est que si on ne produit pas en France et qu'on importe du reste de l'Europe, ou d'ailleurs, notamment sur la noisette de la Turquie, pour près de 60% de ce que nous consommons en France, on n'aura pas avancé sur le plan de la santé publique et on aura mis la production agricole dans le mur. Mais alors, Arnaud Rousseau, ceux qui nous écoutent doivent se dire... Je vais jusqu'au bout, si vous permettez. Ce qui compte pour nous, c'est ce qu'on va mettre dans l'assiette des Français dans les 10 prochaines années. Et nous sommes, très soucieux de la manière dont on produit. Je voudrais dire ici que l'agriculture française est une des plus durables au monde. Ne nous mettons pas dans des impasses pour importer d'ailleurs souvent des choses moins disantes. Je vois bien votre ambition. Le but c'est de ne pas mettre en danger la santé à la fois de la biodiversité, la mettre en danger, et aussi la santé des êtres humains. Mais alors pourquoi la logique n'est pas inversée? C'est-à-dire que la France a interdit ce produit depuis le 2018. Pourquoi ne pas essayer de convaincre les 26 autres de faire de même pour une meilleure santé générale? Mais parce que, pour une raison simple, c'est que ça ne marche pas. D'ailleurs, les Allemands, il y a encore quelques semaines, ont donné une autorisation dérogatoire dans leur pays pour aller au-delà de ce que l'Europe permet. Donc, il faut qu'on soit conscient qu'on veut faire mieux. On va pouvoir faire mieux, ça prend un peu de temps, mais qu'en attendant, si on casse la production française, on dépendra du reste. Notre bataille, c'est celle de la souveraineté, de la capacité à produire dans notre pays, à un moment où on perd cette capacité. Et je le redis, nous n'opposons pas, nous, agriculteurs, l'écologie et la production. Ce sont nos territoires, ce sont nos fermes, ce sont nos champs, ce sont nos animaux. Donc, on essaie d'être responsables. En revanche, donnons le temps à la recherche et l'innovation de nous donner des solutions. Nous sommes dans un certain nombre de cas dans l'impasse. Il faut qu'on puisse, pour un temps donné, avoir ces dérogations pour continuer à progresser. Arnaud Rousseau, on va continuer de parler du fond, notamment de la gestion de l'eau. Mais avant cela, je voudrais qu'on fasse une parenthèse, un peu de mécanique parlementaire, si vous le voulez bien. Il se trouve qu'on est dans une situation étrange. Le rapporteur de ce texte, vous y êtes favorable, on le rappelle, à ce texte, le rapporteur envisage lui-même aujourd'hui de s'aborder l'examen en proposant une motion de rejet. D'habitude, c'est l'opposition qui fait ça. Là, l'objectif, c'est d'aller directement à un
examen par les députés et les sénateurs dans ce qu'on appelle une commission mixte paritaire. Ce tour de passe-passe, vous y êtes favorable ? D'abord, ce tour de passe-passe, comme vous dites, c'est juste une procédure qui fait suite au dépôt de 3500 amendements, dont 2500 par les écologistes et le groupe LFI. Or, nous avons 5 jours pour étudier ce texte, parce qu'il y a d'autres sujets, il n'y a pas que l'agriculture qui occupe les parlementaires, et en 5 jours, il est mécaniquement impossible d'étudier les 3500 amendements. C'est ni plus ni moins que de l'obstruction parlementaire, assumée d'ailleurs, je crois, pour faire en sorte que au terme du débat, ce texte ne donne rien. Or, donc les députés n'examinent pas le texte. C'est préférable selon vous ? Écoutez, en tous les cas, un certain nombre, le rapporteur lui-même, vous savez, celui qui est normalement censé défendre le texte, fait le constat que le débat étant rendu impossible au regard de cette obstruction, il vaut mieux aller tout de suite en commission mixte paritaire, comme vous l'avez indiqué, où il y aura un débat entre députés et sénateurs, avant que ça revienne devant les deux assemblées pour voter les conclusions de cette commission mixte paritaire. Ça ne pose pas un problème démocratique ? Mais écoutez, nous sommes battus pour qu'il y ait un débat, parce que c'est le principe des institutions, et nous sommes attachés à ce débat. Et à regret, mais nous avons assumé, et nous appelons ce matin les députés qui nous soutiennent, à voter cette motion de rejet, parce que si elle n'était pas votée, il n'y aurait pas de débat. J'entends par ailleurs que la présidente de l'Assemblée nationale essaie de trouver des solutions alternatives d'ici ce soir et l'ouverture du débat, pour faire en sorte que ce débat puisse avoir lieu. Écoutez, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Elle nous dit qu'elle essaie de faire en sorte qu'il y ait un temps législatif programmé pour permettre que le débat soit encadré et qu'il donne lieu à un vote. Mais moi, je ne rentre pas dans les procédures de l'Assemblée, ça n'est pas mon sujet. Moi, mon sujet, c'est vous les voyez d'un bon œil, en tout cas. Les agriculteurs, cette solution, vous la voyez d'un bon œil. Non, mais moi, pour le moment, j'appelle, au moment où on sait qu'il y a une motion de rejet. Donc moi, j'appelle les parlementaires qui nous soutiennent à voter cette motion de rejet. Je regrette qu'il n'y ait pas de débat. Cette motion de rejet, c'est le fruit des 3500 amendements et de l'obstruction qui a été réalisée notamment par les écologistes et par le groupe LFI. Et ensuite, encore une fois, moi, ce qui intéresse les agriculteurs que je représente, c'est qu'au terme de ce débat, on puisse avoir un texte qui soit rapidement efficace. Et moi, je l'espère avant la fin du mois de juin. D'un mot, avant le fil info, un débat, mais comment est-ce que les députés peuvent débattre sereinement quand des permanences, notamment, sont dégradées ? Un certain nombre de députés ont été victimes de menaces et de dégradations ces dernières semaines. Vous avez raison de le rappeler. Nous, on a été très clairs. On ne souhaite pas d'atteinte aux biens et aux personnes. Je ne cesse de le dire depuis 1 an et demi, mais je voudrais rappeler que pour nombre d'agriculteurs, il y a le sentiment d'être floués, de se faire avoir, d'être baladés, parce que ils sont pas tous des spécialistes des travaux parlementaires. Ça justifie ou des les menaces ? institutions. Rien ne justifie les menaces et la violence, je le dis, mais vous ne pouvez pas non plus expliquer à des gens qui attendent des décisions depuis 1 an et demi que finalement ils auraient tort de s'agacer alors qu'ils observent un spectacle dans lequel ils ont le sentiment de ne pas avoir prise. Donc moi, ce que j'appelle, c'est à la responsabilité de tout le monde. D'abord, je redis à la profession agricole que nous ne voulons pas d'atteinte aux biens et aux personnes et qu'il est normal que les parlementaires élus par le peuple puissent avoir des débats. Par ailleurs, ça fait 1 an et demi que nous attendons ce texte. Souvenez-vous, on en parlait au Salon de l'Agriculture, on est encore là, on espère qu'on aura des décisions à la fin de l'été. Il faut aussi qu'à un moment, on apporte des réponses. C'est ça aussi la politique. Arnaud Rousseau, on vous retrouve juste après le fil info. Il est 8h46. Marine Klett. La ville de Nice porte plainte après le sabotage d'installations électriques et la panne dans plus de 160 000 foyers ce week-end dans le sud-est. Les autorités examinent en ce moment la revendication faite hier après-midi sur un site réputé anarchiste. Opération escargot des taxis en ce moment en région parisienne. Ils veulent maintenir la pression à la veille d'une nouvelle réunion avec le Premier ministre François Bayrou prévue demain. Ils s'opposent toujours au changement de tarification pour le transport de malades. De nouvelles fouilles débutent ce matin dans une forêt de Lyon, là où le tueur en série Émile Louis a enterré de nombreuses victimes. Les autorités espèrent justement retrouver les restes d'au moins une autre potentielle femme victime disparue en 1975. Au moins 20 personnes, principalement des enfants, ont été tuées dans le bombardement d'une école de la ville de Gaza. L'armée israélienne affirme que des terroristes s'y trouvaient. Et puis alors que l'Ukraine a été attaquée ce week-end par des centaines de drones russes, Donald Trump affirme ce matin que Vladimir Poutine est, je cite, devenu complètement fou. Le président américain estime par ailleurs que tenter de conquérir toute l'Ukraine conduira la Russie à sa chute. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia.
Toujours avec Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA depuis janvier. Le climat est à front renversé. Beaucoup de pluie au sud, très peu au nord, avec une menace de sécheresse dans les Hauts-de-France, là même où il y a eu des inondations terribles. Quels enseignements vous tirez de cette situation pour les agriculteurs ? D'abord que le changement climatique est une réalité pour nous et qu'il convient que nous puissions nous adapter, modifier ce que nous produisons dans nos champs et essayer de faire face. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous sommes très attachés au stockage de l'eau. Vous l'avez compris, le Nord, il y a un peu moins d'un an, était sous les inondations. Rappelez-vous. Et puis aujourd'hui, c'est une sécheresse importante. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit que le bon sens doit l'emporter et que stocker de l'eau quand elle est en quantité très importante pour l'utiliser quand elle fait défaut, c'est quelque chose d'assez logique et qu'on ne fera pas d'agriculture sans eau. Sauf que les conditions du bon sens diffèrent selon les personnes. Justement, en ce qui concerne l'eau, dans la loi du plomb qu'on avait citée en première partie, il est prévu des dispositions sur le stockage de l'eau. Vous demandez quoi en fait ? Qu'il y ait des méga-bassines le plus possible pour stocker l'eau ? Non mais d'abord, est-ce qu'on peut arrêter avec ce mot très connoté ? Ce sont des réserves de substitution et elles dépendent de l'endroit où on se trouve. Nous, ce qu'on dit, c'est que la France est un des pays qui stocke le moins de l'eau. Le moins d'eau par rapport à l'Allemagne, à l'Italie, à l'Espagne. Et que on ne fera pas d'agriculture sans eau. Et d'ailleurs, ceux qui font pousser un pied de tomate sur leur balcon le savent bien. Si vous ne l'arrosez pas pendant 15 jours, il n'y a plus rien. Mais donc alors, on a besoin d'eau. Comment vous voyez la chose ? Eh bien, écoutez, d'abord, on regarde régionalement, parce que les situations ne sont pas les mêmes, vous l'avez dit. Mais si on parle des Hauts-de-France, par exemple, très concrètement, avec ce qui s'est passé il y a un an, quel type d'installation aurait permis d'éviter la situation de sécheresse actuelle ? D'abord, on s'occupe de l'écoulement des fossés pour faire en sorte que l'eau puisse circuler et qu'on n'ait pas ce qu'on a vécu l'année dernière, c'est-à-dire des inondations parce qu'on n'entretient plus les fossés. Ensuite, dans les endroits où c'est possible, on regarde comment on peut stocker de l'eau sans impacter les milieux, mais comment on peut stocker de l'eau, parce que c'est facile d'en stocker quand il y a des quantités importantes. Et ensuite, pour l'agriculture. Je sais que effectivement le terme est connoté, mais les méga-bassines, c'est parce qu'on visualise bien à quoi ça ressemble. C'est des énormes réservoirs, c'est réservé aux grandes exploitations. Non, mais qu'est-ce qu'on fait des petites exploitations ? Pardonnez-moi, mais là aussi, c'est faux. Allez à Sainte-Soline et regardez qui bénéficiera de l'eau qui est stockée à Sainte-Soline. Et vous verrez qu'il y a tout un tas d'exploitations, y compris des très petites exploitations. Donc il faut faire ce travail de précision. Par ailleurs, ça n'est pas partout le marais Poitevin qui est plat. Il y a des endroits où il y a des réserves collinaires qui sont possibles. Et puis je le dis, on démarre pas sur ce sujet. Quand on a fait le lac du Der il y a une quarantaine d'années, quand on a fait le lac de Serponçon qui aujourd'hui alimente le canal de la Durance. Ça c'est dans les zones montagneuses, mais dans les zones de plaine, par exemple dans les Hauts-de-France, on fait quoi ? Oui, mais enfin dans les Hauts-de-France, pardonnez-moi, il y a aussi de la déclinivité. C'est pas juste plat partout. Donc il y a des endroits où on peut le faire. Et quand c'est plat, on peut aussi faire des réserves de substitution. Ça n'est pas un problème. Non, mais parce que vous entendez l'argument de il ne faut pas s'accaparer l'eau qui est bien de tous. Là aussi, personne ne s'accapare rien. Quand vous stockez de l'eau pour irriguer un champ de tomates, la tomate c'est 90% d'eau et la tomate elle finit dans l'assiette d'un Français. Donc personne ne s'accapare de l'eau. La molécule d'eau elle ne disparaît pas, Sarah Berkilia. Donc on a vraiment besoin de redonner de la rationalité. L'eau, quand elle est disponible, on la stocke et l'alimentation c'est de l'eau. Une tomate c'est de l'eau, une salade c'est de l'eau, les légumes c'est de l'eau. Donc on est juste en train de la différer et d'utiliser l'intelligence humaine pour faire en sorte que le changement climatique qui nous heurte ne se traduise pas par de la perte de production. Et ça n'empêche pas le cœur du métier, c'est la souveraineté. Absolument pas. D'ailleurs, on est très vigilant. Vous savez, à Sainte-Soline, pour prendre cet exemple, on ne remplit le réservoir que quand les nappes sont au-dessus d'un certain niveau. Et tout le monde regarde ça avec la plus grande attention. Mais on oppose aujourd'hui la production et le stockage de l'eau à une vision productiviste de l'agriculture. La réponse, c'est non. On le fait moins que les autres. Et si on ne le fait pas, encore une fois, on importera de l'alimentation d'ailleurs et on détruira notre capacité de production. Moi, je crois que ça nécessite d'être entendu. C'est dans l'actualité aussi, Arnaud Rousseau. Bonne nouvelle, Donald Trump a confirmé hier prolonger la pause dans les droits de douane pour l'Union européenne jusqu'au 9 juillet. Mais plus tôt, il a menacé l'Union européenne de nouveaux droits de douane de 50%. Comment il faut réagir face à cette inconsistance trumpienne ? D'abord, moi, je crois que l'Europe doit veiller à avoir un échange constant avec les équipes de Monsieur Trump et ne pas rentrer dans une surenchère. Elle doit aussi préparer une riposte graduée parce que on a aussi besoin de se protéger. Mais vous voyez bien que là, on est au cœur de ce que représente l'arme alimentaire et de la nécessité pour les grands espaces mondiaux de garder cette capacité de production. Monsieur Trump, pourquoi fait-il ça ? Parce qu'il dit, moi, je veux plus produire aux États-Unis. Ça, il se trouve que nous, en agriculture,
l'agriculture, on veut continuer à produire en France. Or, vous le savez, on est de plus en plus dépendant d'importations et bien souvent dans des conditions. Et pour les exportations, quelles filières vont être touchées avec ces droits de douane? Écoutez, la première et de la manière la plus importante, c'est la filière des vins et des spiritueux, qui sur le continent américain sera la plus touchée. Filière qui par ailleurs connaît une crise majeure en France. Et moi j'ai une pensée pour tous ces viticulteurs qui, frappés par le climat, les intempéries, la grêle, vous avez vu ce qui s'est passé dans le Var la semaine dernière. Et puis de l'autre, cette incapacité à exporter. Donc il faut regarder, mais il faut le faire de sorte que on ait de la réciprocité et de la loyauté dans les échanges. Face à cette incertitude dans les relations avec les États-Unis, vous entendez cette petite musique chez nos voisins européens, notamment l'Allemagne. Il y a une raison supplémentaire d'accepter l'accord Mercosur avec l'Amérique du Sud. Vous êtes toujours opposé à cet accord. Comment vous résistez à cette demande de l'Allemagne, notamment? Je voudrais dire que, d'abord, on a une forme de cohérence qu'on veut respecter. On ne peut pas avoir le débat qu'on a eu au début de cette émission sur les néonicotinoïdes et accepter que quand on importe de la viande de bœuf ou de la volaille élevée avec des accélérateurs de croissance, on dise que c'est plus un problème. J'entends que l'Europe puisse avoir des intérêts offensifs et que face à la pression mise par M. Trump, il faille continuer à commercer avec le reste du monde. Mais pardon, on le fait déjà, et on n'a pas besoin d'un accord de libre-échange qui a plus de 25 ans, et sur lequel, pour les voitures ou pour la technologie, on peut avoir des intérêts offensifs, mais dans lequel on considère que l'agriculture européenne est une variable d'ajustement. C'est ça la loyauté et la réciprocité des échanges. Sauf que là, le gouvernement cherche toujours une minorité de blocage au niveau européen. Il faudrait 4 pays qui représentent 35% de la population en Europe pour contrer le projet. Vous y croyez, vous? Ça a l'air compliqué. Mais vous savez, non seulement on y croit, mais nous, nos entreprises ne sont pas délocalisables. Nos fermes, elles sont ancrées dans les territoires. Donc le combat, il est à mener maintenant. Et j'entends effectivement la difficulté de trouver des partenaires pour faire ça. Mais les fermes allemandes, elles ne sont pas non plus délocalisables. Vous en parlez avec vos homologues allemands? Non seulement on en parle, mais la totalité de nos homologues européens des 27 États membres se sont alignés pour dire qu'ils étaient en désaccord avec la signature du Mercosur. Parce que dans tous les États membres, c'est l'agriculture qui trinque. Et ça, il n'en est pas question. Et vous parliez des États membres, mais il y a un deuxième filet qui est le vote des eurodéputés. Oui. Et là aussi, on entend un certain nombre d'eurodéputés se mettre en opposition avec leurs États membres, ou en tous les cas les gouvernements des États membres, pour dire, nous, on entend qu'on ne peut pas être exigeant avec nos producteurs en Europe et accepter que tous les jours rentrent dans nos ports des produits qui ne respectent pas nos standards. C'est ça aussi que... Vous comptez sur les eurodéputés et pas forcément sur les dirigeants. On compte sur le président de la République pour convaincre ses homologues européens, parce que c'est important de continuer à faire ce travail, et je sais que la ministre de l'Agriculture se rendra en Pologne dans quelques jours, et puis il faut continuer évidemment à le faire avec les eurodéputés. Sur les importations de produits agricoles, cette fois-ci, l'Ukraine bénéficie jusqu'ici d'un passe-droit tarifaire avec l'Union européenne depuis le début de la guerre. Est-ce qu'il est temps de durcir ces accords commerciaux ? Bon, les Européens, les Ukrainiens se défendent et de ce point de vue-là, on ne peut qu'être en soutien des Ukrainiens qui se battent pour leur terre. Mais nous l'avons dit, l'agriculture européenne, là aussi, ne peut pas être l'exutoire d'un grand pays dans lequel d'ailleurs les normes de production sont très loin des standards européens. Et il y a déjà un certain nombre de mesures de protection qui ont été adoptées pour les œufs, pour la volaille, pour le sucre. Il est nécessaire de les adopter pour le blé. Il y a une échéance qui est le mois de juin, c'est-à-dire dans quelques jours, dans lequel l'Europe devra définir ce que sont les quotas et les droits de douane. Et nous, on appelle à ne pas déstabiliser le marché européen. Et je pense notamment à nos collègues roumains ou polonais qui subissent de plein fouet. Ça veut dire quoi, réintroduction des droits de douane? Oui, qui existe déjà pour un certain nombre de produits, être des partenaires, ça ne veut pas dire non plus être en déstabilisation de nos marchés agricoles. C'est intenable pour un certain nombre de producteurs. Et vous voyez en ce moment, le marché des céréales est extrêmement dégradé et préoccupe beaucoup les producteurs parce que la prochaine campagne s'annonce difficile et sur le plan des productions et sur le plan du prix. Et un dernier mot d'ailleurs à propos de l'Ukraine, parce que souvent on parle des poulets ukrainiens. On rappelait ce matin sur France Info que la volaille est devenue la première viande consommée en France, que les prix augmentent, les producteurs réclament à la grande distribution de nouvelles hausses de tarifs. Pour quelles raisons et pensez-vous qu'ils vont obtenir satisfaction ?
Eh bien, c'est l'intérêt de tout le monde. C'est l'intérêt, évidemment, du consommateur. D'augmenter les prix ? Oui, parce que sinon, ce ne sera plus de la production française, Jérôme Chapuis. Ce ne sera plus que des poulets venus d'ailleurs, produits dans des conditions que, par ailleurs, les Français ne veulent pas. C'est ce qu'ils nous disent. Et donc là aussi, une forme de schizophrénie, c'est-à-dire qu'on voudrait du local et de la qualité, mais on n'est pas toujours en payer le prix. L'enjeu derrière le poulet, c'est qu'est-ce qu'on veut mettre dans nos assiettes. Nous, on veut produire pour nourrir les Français et on pense qu'on le fait bien en France. Et moi, je demande à tous ceux qui s'intéressent à cette question de ce qu'ils mettent dans leurs assiettes d'être conscients que pour le poulet, c'est aujourd'hui plus d'un poulet sur 2 qui vient d'ailleurs et qu'il est bien souvent d'Ukraine ou du Brésil produit dans des conditions qui ne sont pas celles qu'on autorise aux Européens. C'est ça l'enjeu, c'est ce qu'on met dans l'assiette de nos enfants. Donc il faut être prêt à payer un peu plus cher. Il faut être prêt à payer modérément plus cher pour assurer la traçabilité. C'est aussi pour ça qu'on se bat pour les origines, qu'on se bat pour que les filières puissent continuer à vivre, que les abattoirs, que les industries vivent sur nos territoires et qu'in fine les producteurs de volailles français ne soient pas arbitrés. C'est pas un enjeu corporatif. C'est un enjeu d'intérêt général et de société, continuer à avoir une des agricultures les plus durables au monde. Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, vous étiez l'invité de France Info ce matin. Merci d'avoir été avec nous.